Dans la rue bondée de Zhongshan à Nanshan, ce bâtiment gris est toujours très fréquenté. Tous les jours, les touristes venus de tous les coins du pays le visitent pour prendre connaissance de ce qui s'y est passé il y a 87 ans, un important événement révolutionnaire, le soulèvement du 1er août de Nanshan. Dans cet édifice le plus luxueux de la ville à l'époque, s'est déroulé un événement qui changera le cours de l'histoire contemporaine de la Chine. Mais on ignore sans doute que le professeur des beaux-arts de l'école secondaire numéro 1 de Nanshan, Fu Baoshi, à l'époque, se trouvait par hasard aussi ici, et que l'événement a changé son destin. En juillet 1931, Nanshan connut un été caniculaire. Par un après-midi étouffant, malgré la canicule, Fu Baoshi, en longue robe pourpre tirée à 4 épingles, allait et venait devant le grand hôtel du Jiangxi, avec à la main le manuscrit de la gravure des sceaux, qu'il avait lui-même rédigé 5 ans auparavant. À cet instant, il attendait une personne. Cette personne n'était autre que le célèbre Subérong. Éminent peintre jouissant d'une grande renommée, revenu de son séjour d'études à l'étranger, Subérong, à l'époque doyen de l'Université centrale d'État, se trouvait alors en inspection à Nanshan et descendit dans ce somptueux hôtel. Son apparition fit sensation dans tous les milieux culturels de la ville. 当时的南昌的报纸已经见报了，就说徐悲鸿先生将于哪天到江西来那个什么，所以很多人去拜访。 Quand Fu Baoshi apprit la nouvelle dans les journaux, par admiration pour cette célébrité culturelle, il souhaita aussi avoir l'occasion de rencontrer ce grand artiste. Par chance, un ami banquier lui en donna l'occasion. 那么这个银行家呢，既是徐悲鸿的朋友，又是我父亲的朋友啊，所以呢，通过这个银行家起了作用。 À l'époque, quoique devenu le gendre de la famille Luo, Fu Baoshi avait déjà acquis une certaine notoriété dans les milieux des graveurs à Nanshan. Cependant, il restait un simple professeur de beaux-arts d'une école secondaire. Pour Subérong, Fu n'était pourtant pas rien. Bien que le banquier eût convenu d'un rendez-vous avec Su pour lui, Fu était toujours très inquiet, intérieurement. L'heure du rendez-vous arriva, mais Subérong ne se montrait toujours pas. Probablement entre-gens du matin au soir, ou n'ayant pas pris cette entrevue au sérieux, l'homme n'était toujours pas rentré à l'hôtel. Le temps passait. Finalement, à la nuit tombée, Fu Baoshi entra soudainement dans le bâtiment et demanda qu'on ouvre la chambre de Subérong, où il y déposa son manuscrit de la gravure des sceaux qu'il avait apporté avec lui.
À l'époque, Fu Baoche ignorait que son acte téméraire lui permettrait de saisir à temps la plus importante occasion de sa vie et qu'il s'engagerait dès lors dans une autre voie. 因为徐悲鸿他在外面应酬，喝醉了酒，回来以后就睡觉了，结果睡到半夜就醒来了。醒来以后，哎，一看旁边有东西，就打开来看。这一看不要紧，一看以后忽然觉得，哎呀，这个人物太好，太难得了，太难得了。就看看是谁，哦，原来叫傅抱石。那么他看完了以后，徐悲鸿就感到非常惊讶，此地还有这么一个有才华的年轻人啊！ 宣布要去到他家去拜访。 Ce soir-là, n'ayant pu rencontrer Xu Beihong, rentré chez lui, sans dormir de la nuit, Fu Baoche lui grava un sceau. Il ignorait que ce chef de file des milieux artistiques de Chine allait à la fin devenir un professeur et un ami pour lui. Le lendemain matin, pendant que Fu Baoche se demandait si Xu avait pu voir le manuscrit qu'il avait laissé la veille, Xu apparut soudain chez lui. 当时徐悲鸿到了他们家，把傅抱石吓一跳，感到很惊讶。傅抱石把他专门为徐悲鸿刻的印送给了徐悲鸿，因为文化人嘛，交往不就说话，送了个铜印。然后徐悲鸿就在他家里画了一幅画，画了一个鹅啊，送给傅抱石。还讲了，陈你送个铜印，真是我画一幅画呀，不相抵，就是抵不到你这个价值，很谦虚啊。 Au début du XXe siècle, l'étude de l'histoire et des théories de la gravure en Chine était presque inexistante. En 1907, Huang Binhong publia de la gravure des sceaux dans le journal de la culture chinoise, inaugurant ainsi l'étude systématique de la gravure. Imaginons combien Xu était ravi quand il découvrit dans une ville reculée qu'un professeur de beaux-arts à l'école secondaire avait fait des études sur la gravure et même rédigé un ouvrage académique. 这本书为什么会让徐悲鸿那么有感触呢？全是工笔小楷，那么这种文书的这个工整，这个做事的认真，这个做文章的这种精妙，徐悲鸿当时就跟我爸爸，后来跟我妈妈说，哎呀，一直是让他叹服，很叹服。 Cette première rencontre permit à Xu Beihong de sentir la diligence et le talent du jeune homme. Il proposa immédiatement à Fu d'aller se perfectionner à l'étranger. 徐悲鸿跟他说：“法国是个艺术之都了，当然它是很好的。但是如果说你是搞东方文化的话，搞东方艺术的话，你要是到法国去留学，必须要脱胎换骨。但是日本是把中国文化一直传承到今天，所以他说我当然建议你是到日本去留学。后来我爸爸就是到日本去留学的这个愿望，当然是就坚定下来。” Cette photo montre le couple Fu Baoche pendant sa rencontre avec Xu Beihong en 1931. Sans cette rencontre, le petit train-train quotidien révélé dans cette photo aurait pu continuer bien longtemps. Fu Baoche sera resté professeur de beaux-arts à l'école secondaire de Nanchang, mais le destin entraîna miraculeusement le fils du réparateur de parapluies dans un monde tout nouveau. Dans les années 30, les peintures de chevaux de Xu Beihong étaient déjà devenues des trésors très recherchés. Xu et Fu sympathisèrent tout de suite dès leur première rencontre. Devenu ami intime, pour que Fu pût aller faire ses études au Japon sans encombre, Xu Beihong peignit de sa propre initiative un cheval galopant pour le gouverneur de la province du Jiangxi, Xiong Shehui. Xu Beihong 是一个伯乐式的人物。 他发现了人才呢，他是很高兴的，啊，尤其是他发现傅抱石不是一个普通的人才，啊，是一个值得下大力气去培养的人才，啊，那么傅抱石没有这个培养的条件怎么办？他也帮忙啊，帮忙这个出面
给省长那里做工作，让那个省长拿钱出来。 Or, Sion Shehui, occupé à mater les communistes, ne s'intéressait pas à l'envoi d'un étudiant pour son perfectionnement à l'étranger. Cependant, pour faire plaisir à Su Beihong, d'autant plus que Fu Baoche lui avait gravé 2 sceaux dans une sanguine, un type de pierre précieuse, il accepta enfin la requête de Su d'envoyer Fu au Japon pour son perfectionnement, avec une bourse gouvernementale de 1500 pièces d'argent, sous le nom d'apprentissage du savoir-faire de la porcelaine japonaise. 这件事情，徐悲鸿真是有叫做知遇之恩，识人之慧眼，而且是助人之巨力呀。所以这是我们家里一个经常谈起的一段佳话。 Cette photo a été prise au début de 1933 à Nanjing. À l'époque, Fu était en partance pour l'étranger, une chance obtenue non sans peine. Auparavant, jamais sorti du Jiangxi, Fu Baoche se rendit pour la première fois dans la capitale de la République et noua dès lors un lien indissoluble avec cette ville, Nanjing. Cette année-là, il avait 29 ans. Voici l'université d'art de Musashino, située dans la ville de Kodaira, à l'ouest. Il y a plus de 80 ans, quand Fu Baoche débarqua dans cette célèbre école d'art privée pour se perfectionner, son nom était École d'art Teikoku. Pour Fu Baoche, à l'époque, cette université constitua un nouveau point de départ dans sa vie et son destin. Cette photo de Fu Baoche a été prise à l'automne 1933 quand il débarqua au Japon. Son regard confiant trahit une conviction ferme quant à son avenir. En septembre de cette année, Fu Baoche s'inscrit au département d'études de l'université d'art de Musashino pour apprendre la sculpture et les arts appliqués. Je pense que Fu Baoche到日本去，第一，开阔了眼界，看到了日本人学西方的东西的成就，就是明治维新的成就，他看到了。第二，他看到了他在国内很多他看不到的东西，他没有机会去看到的东西，看到跟没看到有很大的差别，尤其是对青年的学子来讲有很大的震动，甚至于奠定他一生做学问的基础。那么另外一点呢，他也不像那种留洋派，当时比较一种潮流，他去西方或者到日本学习某种写实技巧，或者是用西方的素描的观念来改造中国画，他也没有走上这个道路。但是我爸爸最想学的是什么呢？实际上，而是要学中国美术史。En fait, de 1933 à 1936, durant presque 3 ans, Fu Baoche accomplit sa mutation d'un étudiant d'art appliqué au Japon en un théoricien de l'histoire de l'art de Chine. Et tout cela grâce à son professeur japonais, Sogo Kanahara. L'homme sur la photo s'appelle Sogo Kanahara. Ce fondateur de l'université de Musashino était une véritable sommité dans le monde de l'histoire de l'art oriental. 金原行武，他首先是个美学家，他是一个近代用西方美学的方法去研究传统的中国画，他们叫南画，这样的一个学者。Avant de se rendre au Japon, passionné par l'étude de l'histoire des beaux-arts de Chine, Fu Baoche avait déjà étudié l'ouvrage académique de Sogo Kanahara et l'admirait beaucoup. Il avait écrit à l'auteur pour demander son avis sur plusieurs questions dans l'étude de l'histoire des beaux-arts de Chine. L'attitude de Fu assoiffé de connaissances avait déjà laissé une profonde impression chez M. Kanahara. À l'époque, Fu Baoche ignora l'adresse exacte de Sogo Kanahara au Japon. Il lui mit simplement M. Sogo Kanahara, Edo, Japon. Edo était l'ancien nom de Tokyo, en usage 1 ou 2 siècles auparavant. Mais Sogo Kanahara reçut tout de même la lettre que ce jeune admirateur chinois avait expédiée de la Chine. Et cela témoigne de sa notoriété au Japon.
Cette anecdote dramatique deviendra plus tard une blague entre professeurs et élèves. Durant ses études sous la direction du professeur, quoiqu'il eût déjà étudié le japonais en autodidacte avant de partir, il était incapable de communiquer oralement, mais seulement à l'aide d'un crayon. La communication entre professeur et élève se limitait au début à la conversation écrite. Selon les souvenirs de Madame Kanahara, quoique les deux hommes se parlassent souvent silencieusement au crayon, de temps à autre ils éclataient d'un rire dans une ambiance silencieuse. Inspiré par Kanahara, Fubaoshe eut de nouvelles idées, espérant trouver une nouvelle orientation pour le développement de la peinture chinoise pendant qu'il débrouillait les fils de l'histoire de la peinture de son propre pays. 我认为跟他的导师有直接的关系，这是他留学到日本的一个最大的一个收获，是在思想上打开了他的一个对中国画理解和发展前途的一种探索的一个思路。这种思路是什么呢？是用一种现代美学的一种观念，去重新解构、重新阐释中国传统绘画，把它的很多的精华的东西提出来。 重组，最终形成一个符合时代要求、符合这个时代审美趣味的那样的一种绘画风格。我认为这是傅抱石非常了不起的一个地方。Faire la connaissance de Go Mojuo fut un autre important acquis de son séjour d'études au Japon. À l'époque, cette célébrité culturelle, poursuivie pour sa participation au soulèvement du 1er août de Nanchang, était en exil au Japon. Le hasard les fit se rencontrer et ils devinrent amis intimes. Ces deux hommes, l'un dévoué à l'étude de la peinture, l'autre passionné par les inscriptions sur carapaces de tortues, avaient les mêmes idées concernant les arts et la pensée, ce qui leur permit de jouir d'une amitié très intime qui restera durant le reste de leur vie. Cette peinture très vivante, Poule et cage, fut spécialement peinte par Fubaoshe pour Go Mojuo après leur rencontre. Elle plaisait énormément à Go, qui la dédicaça sur le champ avec un poème. Dans les jours qui suivirent, Go dédicaça quelques 30 à 40 peintures de Fu, ce qui fait comprendre à quel point ils étaient intimes. Go Mojuo avait été l'initiateur du mouvement de la nouvelle culture en Chine. Par conséquent, il approuvait pleinement l'idée de Fubaoshe de réformer la peinture chinoise. Quand Fu tenta d'organiser une exposition personnelle, Go lui apporta son plein appui. 我爸爸经常感叹一件事，就是在东京认识郭沫若，因为郭沫若是个很识才的人，而且对傅抱石啊，我觉得信息很相通。 我认为郭沫若对他甚至有再造之恩啊，所以他会连篇累牍的不断的给郭沫若创作很多作品，而且毕恭毕敬。我爸爸只给一个人画画，就是全都是上款全满的给郭沫若家，所以后来他的家里的客厅，他那个客厅基本上属于跟日本跟那个亚洲文化人和政治人物见面的一个重要的一个外交场地，所以那个地方墙上永远挂的是我爸爸的画。 Le 10 mai 35, sous le patronage de Kanahara et de son ami Go Mojuo, la première exposition des œuvres de Fubaoshe fut inaugurée à Matsuzakaya, dans le Ginza, à Tokyo. Cette photo fut prise lors de l'exposition. Fu accompagnait un visiteur japonais qui examinait alors à la loupe un sceau de microgravure. Au Japon existait depuis longtemps le savoir-faire populaire traditionnel de la gravure sur grains de riz. Mais c'est la première fois qu'il découvrait la microgravure sur seau. Le visiteur crut au début que c'était un motif décoratif sur seau. Après avoir examiné l'objet à l'aide d'une loupe, il réalisa qu'il s'agissait en réalité d'idéogrammes. 这个展一开啊，震动日本。日本有一个能够在这个米粒上面用针刻上几十个字的一个米粒刻的，但是傅抱石比他还劲道，能够在一个很小的这个石头上
刻离骚，这个不得了的。 L'exposition de peinture et de gravure de Fu Baoche fut couronnée de succès au Japon. À l'époque, nombreux furent les célèbres peintres japonais qui achetèrent ses peintures et gravures. Quand Fu Baoche fit une démonstration de microgravure sur place, les gens restèrent bouche bée. On lui demanda comment il gravait concrètement. Il répondit avec humeur « Je grave à l'aide de l'âme ». Ainsi, le lendemain, dans les journaux, le reportage portait ce titre « L'artiste qui grave avec son âme ». 所以有人讲啊，傅抱石出名了。这个郭沫若讲过一句话，他不仅是在江西出名，而且在中国出名，而且是世界上的有名了。 En juin 1935, apprenant que sa mère était gravement malade, Fu Baoche mit fin à son séjour d'études avant terme. Avant de rentrer au pays, il confia ses peintures et gravures au professeur Kanahara pour qu'il les conserve. Aujourd'hui, ses œuvres font partie intégrante du fonds précieux de la bibliothèque de l'Université d'art de Musashino au Japon. Le séjour d'études de Fu Baoche ne fut pas très long, mais en fait il constitua dans sa carrière d'artiste une période indispensable. Elle exercera une influence considérable sur le reste de sa carrière et fut un tournant dans son étude de l'histoire de l'art et aussi dans sa création picturale ultérieure. 对傅抱石来讲，他积累的是什么呢？他在日本积累了很多关于绘画上的知识啊，不是日本的绘画。他到日本去留学，他也就发现日本实际上在学中国传统的优秀的部分，而只是当时的中国人因为极贫极弱而看不起自己。就像他自己说的，我在日本找到不是学习日本的某种方法，而是在日本中国人在传统上所丢失的东西，而在日本还能保留下来的东西，他是去找这些精华的东西。哎。 Voici Nanjing au début de l'été 2014. Dans cette rue tranquille de Fuhogang se dressent deux villas de style antique, dont l'une est l'ancienne résidence de Subehong. L'autre, à côté, est l'ancienne résidence de Fu Baoche. Ces deux anciennes demeures ont vécu plus de 70 années d'intempéries. Aujourd'hui, leurs anciens propriétaires ont disparu. Cette villa fut construite en 1948. La famille de Fu Baoche n'y habita en fait pas longtemps. Mais l'amitié de Fu Baoche pour cette ville persista jusqu'à la fin de ses jours. S'il vécut à Nanjing, c'est parce qu'il avait reçu une invitation de son bienfaiteur, Subehong. L'université Dongnan d'aujourd'hui à Nanjing faisait autrefois partie de l'université centrale d'État sous la République nationaliste. En juillet 1935, rentré du Japon mais sans diplôme, Fu Baoche revint à Nanjing pour la seconde fois. Sur recommandation de Subehong, Fu Baoche fut exceptionnellement nommé maître de conférences d'histoire des beaux-arts à la faculté d'art de l'Institut de pédagogie de l'université. 可以说，国立中央大学那个时期对于傅抱石先生来说，是他一个关键的时期。我感觉到他那个时期，除了上课之外，全力以赴在做研究，美术史研究、中国绘画研究，发表的论文、完成的著作非常多。Ce sceau gravé des caractères ayant pour mission de réformer était l'un des favoris de Fu Baoche parmi ses nombreux sceaux. Les 4 caractères gravés expriment sa ferme volonté de changer le statu quo de la peinture chinoise. Devenu professeur d'université, ces caractères furent gravés dans son monde spirituel. Il le dit clairement dans un article. La peinture chinoise changera, à commencer par moi.傅抱石的成功，我认为他得力于他对美术史的研究。
如果他对中国美术史没有这样的研究，他很难去走这个路。在他的文章当中，他也并不掩饰这个问题。他说，在纵观前人的时候，他觉得到处都是墙，哪个地方都堵着，没法出去。他想做的事情就是在这个墙上打个洞，然后出去，才有希望。C'est aussi durant cette période qu'il fit face à une nouvelle opportunité de choisir une autre carrière. Lors de son séjour à Nanjing, le président du Jiangxi, Xiong Shehui, qui avait financé ses études à l'étranger à l'époque, rendit spécialement visite à ce talent issu de Nanchang et envoya à Fu une invitation inattendue. Il l'invita à assumer la fonction de maire d'un certain district. La famille Fu avait été très pauvre pendant des générations. Sans parler de poste mandarinal, elle ne comptait même pas un seul lettré dans le passé. Mais Fu Baoche grava un sceau de microgravure. « Je ne rêve pas d'avoir la gloire », déclinant ainsi l'aimable offre de Xiong Shehui. Cette année-là, il avait 30 ans. Suite à l'incident du 7 juillet 1937, la guerre de résistance éclata dans l'ensemble du pays. Le 13 août, l'armée japonaise assiégeait. Le 15 août, des avions japonais commencèrent à bombarder Nanjing, la capitale du pays. La situation devenue de plus en plus dangereuse chaque jour, le gouvernement de Nanjing décida de se délocaliser à Chongqing. L'université où Fu Baoche travaillait évacuait aussi vers l'ouest. Inquiet pour les siens à Nanchang, Fu Baoche renonça à partir avec l'école, il évacua Nanjing et retourna dans son Jiangxi natal. Gomojuo, en exil au Japon, retourna aussi au pays pour se jeter dans la résistance contre l'agression japonaise. Il assuma la fonction de chef de la 3e direction du département politique de la commission militaire du gouvernement au rang de général de corps d'armée. Sur le campus de l'école secondaire numéro 14 d'aujourd'hui à Wuhan est conservé un bâtiment vieux de plus de 70 ans. Ici, c'est l'ancien site de la 3e direction du département politique de la commission militaire du gouvernement nationaliste à Wuhan au début de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. À l'époque, c'est ici que Fu Baoche vécut les jours effervescents de sa carrière de militaire. 那么傅宝石，我印象就是他投笔从戎嘛，他是觉得能够投笔从戎，穿军装，他喜欢穿军装。那个时候是意气风发，到处唱这个抗日歌曲，武装保卫大武汉，那是民族大团结，国共合作，是吧？红军没有了，变成八路军、新四军，办事处在武汉都有。那么我们的 傅宝石啊，跟着很多军人熟悉的，他和军人熟悉，他这个人非常热情。 Or, la situation s'aggravait de plus en plus. Wuhan était tombé entre les mains de l'ennemi et Fu Baoche fut contraint de se mettre en route pour le lointain ouest, avec le personnel de la 3e direction évacuée, au milieu des réfugiés.